Bonjour à tous et à toutes. Hola a todos. Bienvenue à la deuxième séance du cours public esthétique du Caire pour l'Anthropocène. Donc, dans la première séance, nous avons travaillé à construire un terrain commun pour notre dialogue interculturel. Et je vous ai présenté l'essence de la recherche située de l'Amérique latine. Nous avons évoqué l'idée de faire de la recherche par demande. Et nous avons commencé à parler de l'option décoloniale, des épistémologies du Sud et des voix basses. Je finis cette séance-là en soulignant que l'objectif de ce cours est de multiplier les options. Face à une modernité, colonialité qui se construit, s'impose et s'affiche comme la seule option. Donc aujourd'hui, je vous propose un autre chemin de réflexion. Cette séance s'intitule « L'Anthropocène comme problème moral ». Et ce titre est un peu énigmatique, pour deux raisons. D'abord parce que le mot « Anthropocène » fait peur, et personne n'est sûr d'avoir bien compris les trucs. Et la deuxième, qui m'a fait hésiter un peu sur le titre, c'est que parler à un public des problèmes moraux, mais dans l'air d'une vieille dame moralisante. Donc, à cause de mon titre énigmatique, je vais diviser la séance en deux. D'abord, je ferai la philosophe et je vais clarifier les concepts d'anthropocène et les concepts de morale. Et dans un deuxième temps, je vais déployer l'hypothèse que l'anthropocène est pour moi un problème moral. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'anthropocène? Donc, la philosophie m'a appris à commencer par l'étymologie. Donc, anthropos veut dire homme ou humain, on peut en discuter. Et ça implique une détermination spatio-temporelle, une période, une époque. Sous notre angle étymologique, la chose est plus ou moins claire. L'Anthropocène, c'est la période de l'histoire ou la période géologique qui correspond aux humains, aux activités ou aux interventions humaines. Mais je dois convenir avec vous que cette définition ne clarifie pas notre problème, parce que si l'Anthropocène est l'époque des humains, comment peut-on la distinguer, par exemple, des Lumières ou de la Renaissance? Ok, dire que l'Anthropocène est l'époque des humains, ok, mais sur quel angle? Et pour vous parler franchement, l'Anthropocène a toujours eu une connotation négative. C'est l'époque des humains dans le sens de tout ce qu'on a pourri. Et c'est l'époque où quelques activités humaines provenant des humains dominants ont impacté le système biophysique de la planète. Et maintenant, c'est difficile de soutenir la vie dans la planète. Donc, l'Anthropocène est l'époque où l'on ne peut pas séparer la nature de la culture parce qu'on est amené à reconnaître que c'est la culture qui a gâché la nature. Il y a plusieurs questions que j'aimerais discuter concernant les concepts d'anthropocène. Par exemple, est-ce qu'il s'agit de l'humain en général ou de l'homme, ou c'est l'humanité en général, ou ce sont plutôt les hommes blancs, riches, du nord global? Mais je dois me contrôler. Parce que mon intention ici n'est pas d'entrer sur les rings des batailles modernes, mais de multiplier les options. Donc, il faut partager avec vous pourquoi moi, je reprends le concept d'anthropocène. Donc, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que ce concept me permet d'affirmer que le Sud existe aussi sur la même planète. Donc, ce n'est pas seulement une affaire du Nord ou de certains pays. Et la deuxième raison, pour moi, c'est intéressant parce que même les concepts d'anthropocène, même au Nord, nous amène aux limites conceptuelles de la modernité-colonialité. C'est-à-dire, il nous met aux limites des distinctions que la modernité a créées et a instituées dans le monde. Donc, parler d'anthropocène amène à questionner la manière de vivre et de comprendre la vie humaine, mais aussi l'organisation sociale, la relation avec l'environnement, vivant et non vivant. Parce que parler d'anthropocène nous fait questionner, en fait, comment est-ce qu'on a tout détruit? Comment est-ce qu'on a tout pourri? Pourquoi? Quand cela a-t-il commencé? Quel discours ou quelles raisons nous sont amenés ici? Dans le champ de la philosophie, cela a été très bien développé par des philosophes comme Timothy Morton, Donna Haraway, Bruno Latour, Michel Serres ou encore Isabelle Stengers. Je simplifie la conclusion. Ce sont les idées, les imaginaires et les valeurs de la modernité
qui sont dans les racines des crises d'habitabilité de la planète. Je partage avec vous la synthèse de l'Anthropocène, mais selon une source philosophique, vous allez voir, c'est un peu sympa. Donc la chose est très nette. Tout ou presque tout avait été dit sur les manifestations les plus grotesques du culte du progrès, sur les délires de la gestion technocratique, sur l'espèce de paranoïa si visible chez les prétendues élites informatico-organisationnelles, sur l'impérialisme sans borne des institutions économiques et financières, sur la recherche obsessionnelle de la mécanisation et de l'automatisation, sur les aspects répressifs du rationalisme occidental et de la science qui en étaient indissociables, sur l'incapacité des fameuses instances dirigeantes, qu'elles fussent industrielles ou étatiques, à conduire humainement les entreprises dont elles avaient la charge, sur le manque d'imagination, de sensibilité et de chaleur qui avait fini par caractériser l'activité de tous les partis politiques, sur la formidable montée de l'individualisme, sur les pièges de la culture de l'information et de la communication, inventés par des divers sociologues et médiatologues, sur l'aggravation des déséquilibres nord-sud, sur les risques d'explosion ou d'implosion engendrés par la prolifération des exclus, etc. Et sur tous ces points, des milliers et des milliers de pages avaient été écrites par des experts distingués, par des journalistes, par des essayistes. Peut-être les Occidentaux n'avaient-ils pas diagnostiqué absolument tous les maux dont ils souffraient, mais ils savaient décrire un grand nombre de symptômes inquiétants. Donc c'est tout cela qu'on met derrière les concepts d'Anthropocène. L'économie, la technologie, la politique, la géologie, la biophysique, et c'est pour ça qu'il fait peur. Mais on peut aussi convoquer les voix basses pour voir si elles peuvent nous éclairer avec des mots plus simples, ce que l'Anthropocène veut dire. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle aussi de diverses crises d'habitabilité. Mais on n'utilise pas nécessairement les mêmes mots. On y trouve d'autres voix. Depuis la dernière séance, suivant Karina Vidaseca, qui est chercheuse en sciences sociales et féministe, activiste argentine, j'ai fait la distinction entre ce qu'elle appelle les voix basses et les voix hautes, qui est issue de la théorie des voix qu'elle a développée. Elle s'est inspirée en fait de la conception de la polyphonie des voix qui font l'histoire, héritée de l'historien que vous savez au milieu, l'historien indien fondateur de Subaltern Studies, il s'appelle Ranaji Guha. Donc ce qui est à retenir, c'est que pour elle, il n'y a pas de personnes qui disposent toujours de la voix haute ou qui sont toujours réduites à la voix basse, mais que la voix se module en fonction du contexte et qu'elle peut se trouver étouffée ou applaudie en fonction des autres. Donc une même personne, en changeant de contexte, peut changer de voix. Et il y aura des personnes et des voix qui ne seront presque jamais invitées dans la conversation. Donc en fait, pour élaborer sa théorie des voix, elle va mettre en relation la théorie de la polyphonie des voix, forgée par Guha, et la colonialité du pouvoir, forgée par Aníbal Quijano, dont on parlera lors de la prochaine séance. Et je sais qu'il y a quelques-uns qui attendent la théorie des coloniales, c'est la prochaine séance. Donc là, je vais parler d'Aníbal Quijano et de tous les concepts de la théorie et des épistémologies du Sud. Aujourd'hui, pour enrichir la polyphonie des voix sur l'Anthropocène, sinon pour savoir plus de moi, pour ignorer moi, je partage avec vous une voix basse et plurielle. Donc, voici un fragment de la déclaration de Mamacuta Titicaca, élaborée dans la Pacarina Mayor del lago Mamacuta Titicaca au Pérou, le 31 mai 2009. Donc, cette déclaration a été élaborée par 6500 délégués des organisations de peuples indigènes originaires de 22 pays de l'Abya Yala. Donc, Abya Yala, c'est un des noms non coloniaux de ce territoire que l'Europe a nommé comme l'Amérique. Il y avait aussi des représentants des peuples premiers d'Afrique, des États-Unis, du Canada et du cercle polaire. Donc, je vais vous traduire seulement deux premières résolutions, mais vous allez voir qu'en fait, toute la déclaration est un positionnement face à l'Anthropocène.
Donc, ils veulent dire qu'ils veulent proclamer que nous assistons à une crise profonde de la civilisation occidentale capitaliste, où se superposent les crises environnementales, énergétiques, culturelles, d'exclusion sociale, des famines, comme expression de l'échec de l'eurocentrisme et de la modernité colonialiste née de l'ethnocide, et qui maintenant mène désormais l'ensemble de l'humanité au sacrifice. Ils veulent aussi offrir une alternative de vie face à la civilisation de la mort, en retrouvant nos racines pour nous projeter dans l'avenir, avec nos principes et pratiques d'équilibre entre les hommes, les femmes, la terre-mère, les spiritualités, les cultures et les peuples, que nous appelons le bien vivre, vivre bien, en espagnol el buen vivir. Des milliers de civilisations diverses, avec plus de 40 000 ans d'histoire, ont été envahies et colonisées par ceux qui, à peine 5 siècles plus tard, nous conduisent au suicide planétaire. Donc, on veut défendre la souveraineté alimentaire en donnant la priorité à l'agriculture locale, à la consommation interne et aux économies communautaires. Un mandat pour nos organisations d'approfondir nos stratégies de bien vivre et de les exercer à partir de nos gouvernements communautaires. Donc voilà une autre voie, dans une autre langue et avec une autre rationalité. Pour les amis des peuples originaires, des nations premières, le terme usage n'est pas anthropocène, mais on parle des, je ne sais pas, même problèmes qui se superposent. On parle de la menace réelle des activités humaines, celles alignées sur le néolibéralisme, qui menace au présent la possibilité de la vie. Et c'est là pour toutes les formes de vie sur la planète. Comme je vous l'avais indiqué dans la séance précédente, pour nous, depuis l'Amérique du Sud, il est imprécis de parler d'une crise d'habitabilité, parce qu'on en voit plusieurs. Et depuis 5 siècles, on a été les témoins du projet civilisateur de la modernité coloniale. Le projet majeur de la modernité peut être simplifié sous le précepte de devenir littéralement maître et possesseur de la nature. Et ce projet-là nous a été imposé et nous pensons que c'est cette idée-là, ce projet et les valeurs qui l'accompagnent, qui sont les auteurs intellectuels, c'est-à-dire les fondements de l'Anthropocène. Donc, par un autre schéma, avec un autre raisonnement et avec d'autres finalités, pour les peuples originaires qui signent la déclaration du Mamacuta Titicaca, c'est le projet de la modernité coloniale qui a causé directement par des choix dits rationnels ce qu'on entend ou ce qu'on nomme aujourd'hui ici, nous, l'Anthropocène. Donc, une définition de la notion d'Anthropocène qui peut être, j'ai essayé de la créer, à mi-chemin entre les voies basses et les études académiques sur l'Anthropocène, et que l'Anthropocène est la période où la vie sur Terre est menacée pour la planète dans son ensemble à cause des croyances, des représentations et décisions humaines prises sous le règne de la rationalité instrumentale de la modernité, dans son ambition de domination du monde, particulièrement du monde dit naturel. Mais peut-être que vous pouvez me dire que vous êtes sceptique concernant ce dialogue que je propose entre les peuples originaires de l'Amérique du Sud et les études sur l'Anthropocène. Parce que les hommes sont en train de défendre leur vie d'une manière très urgente, les conditions pour eux de vivre dans des territoires qui nécessitent d'être envahis, volés, pollués, confrontés à la criminalisation de la défense des territoires et de l'eau, tandis que les études de l'Anthropocène se produisent dans la tranquille acceptation, peut-être sans le vouloir, des temporalités des maîtres. On fait des recherches, on les publie et on attend que les mécanismes démocratiques et les appareils étatiques s'alignent éventuellement avec ce qu'on a publié dans les années 70. Vous pourrez me dire que je force un échange entre deux côtés très différents et souvent antagonistes. Et en signalant cette opposition, je vais faire référence aux reproches que certains mouvements sociaux font par rapport à la tranquille acceptation académique où on va faire de petits changements, on va se concentrer sur la progressivité des droits et la peur du mot révolution d'une partie des intellectuels. Donc, en soulignant l'opposition, il faut reconnaître qu'on a de la science alignée avec les grands capitaux qui la financent. Mais je pense aussi qu'on a une autre science,
Une science qui fait des recherches par demande, toujours engagée avec nos communautés socio-historiques. Mais il nous faut reconnaître que les études de l'Anthropocène se situent au carrefour entre, d'une part, l'effort pour montrer la gravité de la situation actuelle, que je le répète, menace la possibilité de vie sur la planète, et de l'autre côté, peut-être les soucis de chercheurs de promouvoir une carrière académique au sein d'une académie marchandisée. Donc, il nous faut accepter le léger embarras dans lequel cet échange se déroule. Même si la situation est compliquée, et même si le dialogue est inégal, même si on a des registres très, très différents, mettre en relation les études de l'Anthropocène avec les peuples originaires de l'Amérique du Sud est un projet qu'on a déjà testé. Donc, je vais vous partager l'histoire d'un séminaire qu'on a co-créé ensemble. Du 25 janvier au 28 janvier 2021, dans le cadre de l'événement à l'école de l'Anthropocène, organisé par l'école urbaine de Lyon, nous avons créé et partagé un séminaire intitulé « Sentir, penser pour écouter, chemin vers l'interculturalité », conduit sur 4 séances. Donc, je vais vous présenter les animateurs et créateurs de ce séminaire. Donc, d'abord, Piquito Jacinto Aceri, qui est le coordinateur de la communication du Conseil continental de la nation Guarani. Il est né en Argentine et habite en Bolivie, ce qui montre comment les frontières des États modernes ne sont pas en syntonie avec les nations préexistantes. Donc, après, on avait aussi Miguel Roquegil, qui est le Om Tasamay Ñerque Pachay, donc autorité traditionnelle du Conseil des personnes âgées de la nation préexistante Huarpe Pincanta de San Luis San Juan Mendoza, Argentine. Gabino Ocampo, qui est membre de l'Organisation des éducateurs originaux, est originaire du peuple Com. Elle est aussi en Argentine et elle est initiatrice des réunions de peuples originaires de toute la Via Yala. Et enfin, Maria Luisa Duarte de Onil, qui est guarani du peuple Haché. Elle habite au Paraguay. Donc, nous avons conçu et partagé 4 séances. La première a porté sur la façon de construire une écoute interculturelle. La deuxième sur les cosmovisions autres, la question de la spiritualité. Une troisième sur la question de la langue et de l'opacité des langues les unes pour les autres. Et finalement, dans la 4e séance, on a abordé le thème de l'Anthropocène, donc les risques et les menaces actuelles. Je ne voudrais pas revenir aujourd'hui sur le contenu du séminaire ni sur la parole des frères et sœurs. Le séminaire est accessible en ligne sur le site de l'école urbaine, mais je voudrais partager ce qui s'est passé au cours des séances de préparation, notamment dans la première séance, où ils m'ont dit, en fait, nous savons qu'ils nous sont invités à discuter sur la question de l'Anthropocène, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je leur ai donné un peu la même définition que je viens de partager avec vous aujourd'hui, mais en insistant soigneusement sur le fait que ce que j'étais en train d'expliquer traduisait les problèmes, les termes et les concepts académiques du Nord. Et si nous étions invités à dialoguer, chacun et chacune pouvait choisir ses propres termes ou les concepts pour répondre à la question « Que veut dire la période de l'humain ?» quand cette période dont on parle est la nôtre. Donc, ce que je voulais partager ce jour-là et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une possibilité de dialogue si sont en jeu dans la discussion les termes qu'on va utiliser et les termes qu'on peut utiliser, les langages propres de chaque côté. Et je le souligne car pour moi, l'Anthropocène est ce nuage qui implique la pollution, l'extinction des espèces, la fonte de la banquise, la nécessité d'autres formes d'organisation du public au-delà des frontières des États modernes, la discussion sur les capitaux comme seule valeur rationnelle, mais plus radicalement, ce qui est en jeu derrière le mot Anthropocène constitue part nodale de la discussion, parce qu'il y aura d'intérêt à maintenir la discussion en moderne, et donc dire que l'Anthropocène est en lui-même un léger crise qui pourra être surmontée seulement par des petits ajustements, par des nouvelles technologies, conduites par la même modernité qui l'a créée. Alors que les voix basses de l'Amérique latine soutiennent qu'il s'agit plutôt d'une superposition de crises, causées par les projets modernes qui conduisent au suicide planétaire. Et c'est cette définition-là que je reprends dans mon usage du terme Anthropocène. Donc, voilà le premier concept.
Le deuxième concept, l'éthique et la morale. Donc, pour traiter cette question, il nous faudra nous rappeler que je n'ai pas les ambitions modernes, c'est-à-dire je ne ferai ni l'histoire ni la généalogie du concept. Je cherche seulement à créer un terrain qui nous permette de réfléchir sur pourquoi je dis que l'anthropocène est un problème moral. En fait, c'est une discussion philosophique de décider si on utilise le terme moral ou plutôt celui d'éthique. À l'intérieur des murs de la modernité, cela dépend des choix entre des auteurs, des écoles de pensée, des traditions. Pour commencer par nous amuser, les philosophes soulignent que le mot moral est issu du latin pour signifier le mot grec d'éthique. Donc, ça serait la même chose. Mais les philosophes aiment compliquer un peu plus les choses. Donc, la morale vient du latin, l'éthique du grec, mais pour signaler quoi? Pour signaler les mœurs, les manières de décider, les attitudes humaines, les vertus et valeurs à chercher dans les conduites. Donc, les mots sont compliqués et la clarification est compliquée car, et ici j'avance la conclusion de cette partie, l'éthique et la morale sont des constructions socio-historiques, c'est-à-dire que les mots, les concepts et leurs définitions et applications ont été inventés par des personnes situées dans l'histoire avec des croyances très particulières sur les humains et sur le monde. Par exemple, Aristote croyait que l'humain avait un certain nombre d'appétits naturels, on dirait maintenant des instincts, et qu'il fallait contrôler. Et ce contrôle, comme il l'a postulé dans le livre L'éthique à Nicomaque, devait se faire en pratiquant certaines vertus. Et c'était ça, l'éthique. Tandis que les théories morales ont été liées historiquement plutôt au rationalisme et des époques dominées par des religions monothéistes. Et par conséquent, par la croyance que les divinités nous auraient transmis des codes moraux universels, à trouver dans notre nature et à actualiser en les mettant en œuvre par nos choix, mais avec la garantie d'une intelligence divine en arrière-plan. Pour aller vite, je vais faire quelque chose que les philosophes détestent. Je vais faire appel à la réalité. Donc, je vais faire appel à l'histoire pour soutenir qu'il n'y a rien dans nos gènes ou dans les protéines qui nous constituent, ni dans nos connexions neuronales, ni souvent rien dans nos éducations ou dans nos cultures qui nous empêcherait de tuer, de voler ou de violer. Bref, qu'il n'y a rien qui nous empêche d'être l'espèce génocidaire que nous avons prouvé être dans l'histoire. C'est-à-dire que les humains peuvent, sinon tout faire, du moins ils n'ont pas de limites éthiques ou morales a priori. Donc ça, c'est énoncé par la formulation que les humains sont théoriquement libres. Ou plus précisément, que la condition humaine est indéterminée. Donc personnellement, bien que je partage les constats de l'indétermination humaine, je préfère la nommer différemment. Je préfère décrire la condition humaine en tant que vulnérable. En fait, ce sont deux côtés de la même monnaie. Elle est vulnérable car elle est indéterminée. Mais ça me permet de souligner d'autres aspects. Donc, dans ma recherche, je postule que regarder la condition humaine comme vulnérable veut dire trois choses. D'abord, nous sommes vulnérables parce que nous sommes mortels. Si nous étions immortels, cette discussion sur la vulnérabilité n'aurait pas de sens. Ensuite, nous sommes vulnérables parce que nous ne savons pas que faire, que décider. Donc, on n'a pas de guide. On a un manque de réponses pour faire les décisions les plus banales, avec qui se marier, comment s'habiller le matin. Donc, on ne sait pas. Et c'est la culture qui va nous dire, en fait. Mais ce deuxième niveau, c'est aussi toute possibilité de création et d'imagination, si on n'est pas fataliste. Et le troisième niveau, nous sommes vulnérables car notre vie, même dans les registres biologiques, dépend des autres. Le nouveau-né ne sait pas que manger ou comment bouger, donc laissé à sa chance, va mourir. Mais il faut aussi expliciter que les autres, c'est-à-dire la société, peut représenter un autre risque de vulnérabilité. Donc, la société est la seule possibilité de vie, mais les autres peuvent aussi nous faire du mal. Donc, ça peut aussi représenter un nouvel risque. Donc, la condition humaine s'inscrit dans ce contexte de vulnérabilité. Et par le troisième niveau, la condition humaine
entre dans les domaines du socioculturel. Alors, si on va traiter les problèmes d'éthique et de morale ou de justice en les tenant éloignés des contextes socio-historiques qui dessinent les décisions, transforment l'éthique et la morale en spéculations manquant complètement leur cible. Donc, dans les mots de l'anthropologue et médecin Arthur Kleinman, réduire l'éthique au choix individuel d'une personne, qui sont à leur tour censés d'émaner d'une réflexion profonde dont le soubassement serait philosophique et psychologique, influencé par des valeurs religieuses ou laïques dans une quête d'universalité, ne rend tout simplement pas compte des processus sociaux de la vie morale. Ces processus montrent à quel point l'individu est pris dans des activités économiques, culturelles, familiales, amicales et professionnelles qui définissent avec force son horizon moral, d'une manière dont il ou elle n'est probablement qu'en partie conscient. Finalement, l'éthique, si l'on la conçoit comme un modèle de raisonnement moral qui se fait fort d'être le champion de la réflexion abstraite et du choix rationnel d'individus autonomes en quête de critères moraux objectifs, court le risque d'être inadapté au cadre d'expériences humaines qui se déroulent dans des circonstances presque toujours incertaines et dans des contextes tout à fait spécifiques. Donc, il est fondamental pour comprendre en quoi l'anthropocène est un problème moral de relier la morale à la dimension socioculturelle. C'est-à-dire, cette discussion sur la prise de décisions humaines ne peut pas se passer dans l'abstrait, parce que cela n'aurait aucune relation avec la vie réelle et courait le risque d'être inadapté pour répondre au monde et à l'histoire. Autrement dit, une réflexion éthique qui rejette prendre en charge la réalité, l'histoire, les contenus moraux concrets, ne peut évidemment pas répondre à la réalité, précisément parce qu'elle se félicite d'être éloignée. Dans l'heureuse formulation de Sandra Loger, il s'agit alors de renverser une tendance de la philosophie et de chercher non à découvrir l'invisible, mais à voir le visible. Donc, dans le monde académique contemporain, l'éthique réfère à la discipline philosophique qui étudie la prise de décision, tandis que la morale fera référence aux échelles de valeurs socioculturelles qui existent et qui opèrent effectivement dans le monde. Et c'est à cause de cela que j'ai choisi le mot moral pour ce cours et non pas éthique. Donc, je vais vous le présenter dans un amusant aphorisme de Nassim Taleb que j'ai choisi pour mon ami Giacomo. Donc, lorsque vous citez pour Instagram ou Facebook ou Twitter une vieille citation style sagesse et que vous ajoutez une vérité importante ou à retenir ou quelque chose à vivre, vous ne le faites pas parce que c'est bon, mais seulement parce que c'est inapplicable. Si cela avait été à la fois bon et applicable, vous n'auriez pas eu à les citer. La sagesse qui est difficile à exécuter n'est pas vraiment de la sagesse. Donc, je souligne qu'il est indispensable de prendre en charge les moralités à l'œuvre réellement à l'heure de l'Anthropocène. C'est-à-dire que pour moi, il est indispensable et urgent de valoriser la dimension pratique et existentielle de la morale. Donc, la dimension existentielle de la morale ne tient pas au fait que la vie soit bonne ou mauvaise. Elle peut bien l'être. Mais au fait que l'expérience de vivre humainement implique une vulnérabilité qui nous impose de créer, dessiner et instituer du sens. La vie humaine se déroule sur le terrain de la moralité à cause de notre vulnérabilité. Donc, la vie humaine est morale parce qu'elle n'a pas a priori de valeurs ou de guides pour agir. La vie est morale parce qu'elle n'a pas que le sens que nous le choisissons. La vie est morale parce que la vie et la mort deviennent des choix. Parler d'éthique et de morale, donc c'est parler de décisions. C'est affirmer que tout n'est pas joué et que la tâche de donner du sens nous incombe. Donc, ces termes-là sont produits de mes réflexions à la frontière entre la modernité et la décolonialité. Côté subalternisé, il est difficile de rendre audibles les positionnements éthiques ou moraux des voix basses,
parce que les termes ont épuisé le sens. En fait, ils ont été redits et utilisés aussi par les démagogies coloniales et les extractivismes. Les mots de voix basse sont parfois justice, souvent pour les zapatistes, honte ou dignité. Pour le dire clairement, le défi pour les voix basses est d'exprimer en quoi tu es torturé, violé, volé, c'est mal. Et c'est très frustrant et même indigne de devoir faire une théorie ou une explication pour pouvoir survivre ou vivre selon nos propres termes. Donc je passe au troisième moment de la séance avec une autre voix basse qui pourra peut-être illustrer ce que je viens de partager et qui le fait en dénonçant l'anthropocène comme un problème moral. J'adore, je dois me concentrer parce que j'adore la citation. Donc, il y a au moins deux choses qui dépassent les frontières. L'une est le crime, qui, déguisé de modernité, distribue la misère à l'échelle mondiale. L'autre est l'espoir que la honte n'existe que lorsqu'on se trompe de pas en dansant, et non pas à chaque fois qu'on se voit dans un miroir. Pour en finir avec le premier et faire prospérer la seconde, il suffit de se battre et devenir meilleur. Le reste se suit de lui-même et c'est ce qui remplit habituellement les bibliothèques et les musées. Pas besoin de conquérir le monde, il suffit de le refaire. Dans ce fragment d'Ondurito, l'escarabée de la forêt lacandone postule la honte comme pierre de touche morale. Non pas la honte civilisatrice qui surgit de la blessure coloniale par le constat de ne pas être du nombre des hommes modernes, mais la honte d'être le témoin des choses injustes, d'être le témoin de la mort, des violations, d'être le témoin de la violence, d'être le témoin de l'anthropocène, du système monde moderne, et en plus un témoin passif qui laisse faire. Ondurito propose de cultiver la honte, c'est-à-dire cultiver la sensation d'être potentiellement responsable de notre monde, de ce qu'on fait, de ce qu'on décide, mais surtout de ce qu'on laisse passer. Cette honte n'est pas une affaire de responsabilité judiciaire, une question de cour, de justice ou de juge, mais c'est une question d'accountability. J'aime bien le mot en anglais pour cette distinction, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose d'être responsable que d'être accountable pour une chose, d'avoir à en répondre. La responsabilité se juge a posteriori, après les décisions prises, tandis que l'accountability est le fait de se percevoir comme impliqué, comme concerné, comme partie prenante de l'affaire. Being accountable signifie devoir donner une explication, pouvoir répondre d'une situation. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement être accountable d'une chose, mais ne pas être responsable de cette chose-là. Être accountable ou responsable dans la situation de Ondurito et dans une proposition morale décoloniale ne peut pas se faire dans un rapport d'hétéronomie. La honte dont on parle n'est pas une chose qui se passe face à autrui, mais face à soi-même. Et ce qui constitue pour moi la première définition de philosophie, c'est le fait de régler ou ajuster les comptes avec soi-même, selon la formulation du philosophe espagnol José Ortega y Gasset. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les autres viennent nous juger et décident si on a bien réagi ou bien décidé ou bien fait. Mais c'est une morale qui implique de cultiver une honte, une exigence d'explication, de décision et de soumission face à soi-même. La vie souhaitable ici serait caractérisée par le fait de ne pas faire, dire ou omettre des choses qui nous rendent difficile de nous regarder dans un miroir. Donc c'est une moralité fondée sur la sensibilité, dans cet exemple sur la honte. La honte qui commence par les réflexes du corps même qui peut rougir, une saine honte. Ce n'est pas une éthique des raisons, des grands arguments irréfutables, mais une morale de la honte face à soi-même. Bien sûr que cette honte n'est universelle et univoque, mais culturelle, et on en parlera quand on abordera les esthétiques du cœur. Mais pour l'instant, je veux dire que la racine morale qui est proposée par Ondurito face au système monde de la mort, c'est la honte.
le manque de honte, l'effronterie constitue un problème moral important dans l'Anthropocène. Et je vais l'introduire par un aphorisme. Nous acceptons vicieusement le narcissisme dans les États-nations, tout en le réprimant chez les individus. La complexité expose les fragiles fondements moraux du système. L'interconnexion d'échelle, ce que Nassim Taleb nomme dans cet aphorisme la complexité, ou ce que dans la modernité nous dirait que ce serait le passage entre l'individuel et le collectif, montre clairement la duplicité morale qui caractérise à la modernité et à l'Anthropocène, et qui constitue un vrai obstacle pour en sortir et pour proposer des alternatives. Le problème a été clairement posé par Joan Tronto dans un livre qui s'appelle Moral Boundaries, qui a été traduit en français par Un monde vulnérable. Pour faire l'histoire super courte, la modernité s'est érigée dans la division entre l'éthique et la politique. Donc, en construisant les murs de la modernité, un de ces murs qui est en vigueur tant dans le nord que dans le sud est la séparation entre éthique et politique. Et ils sont tant dans le sud que dans le nord en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on va reléguer la dimension morale et la dimension éthique en tant qu'une affaire privée et individuelle, éloignée du domaine public et de la politique. Donc, en reléguant la morale dans les sphères privées, on va annuler toute possibilité de discussion sur la duplicité de la moralité du système. Parce que peut-être, pourquoi les États peuvent-ils faire la guerre alors que les individus doivent être polis, non violents, sous peine d'aller en prison? Pourquoi les individus ne peuvent-ils voler par la force alors que les États le peuvent? Pourquoi un individu isolé ne peut pas venir s'emparer de la maison de l'autre alors que les États le peuvent? Pourquoi il est mal vu pour moi d'être narcissique et autoréférentiel alors que les États peuvent le faire? Donc, ce sont des questions rhétoriques, bien sûr. Je connais la chanson de la réponse. Ce sont des domaines très différents, séparés par le mur de la modernité. Les individus peuvent être immoraux. Les collectivités, les entreprises, les États ne peuvent pas l'être. La morale, c'est une affaire privée. On juge, et même des philosophes et des anthropologues les plus reconnus dans le monde, que c'est faire preuve d'ingénuité de faire appel à la morale pour dénoncer les génocides, les discriminations, les violations, quand on veut discuter de l'éthique ou de la morale dans le domaine public. Dans les mots de Joan Tronto, le point de vue de la politique est d'abord que dans la mesure où les principes moraux nous expliquent comment nous devrions traiter les autres moralement, ces principes peuvent être insignifiants et sont au moins subsidiaires aux préoccupations centrales de la politique, qui implique une lutte pour le pouvoir et le contrôle des ressources, des territoires, etc. Dans cette situation, des questions éthiques peuvent se poser, mais elles ne se poseront que lorsque les conflits de pouvoir auront été résolus ou lorsqu'il y a un avantage stratégique à gagner en apparaissant comme moral. C'est-à-dire que la première stratégie pour ne pas faire face aux problèmes moraux ou éthiques, c'est en fait aussi simple que de les ignorer comme non existants ou de les reléguer en tant que problème privé. Parler de morale publique ou sociale, c'est être naïf, utopiste, non réaliste, en dehors des sujets vraiment urgents ou vraiment sérieux ou vraiment importants, de façon à se dispenser d'être accountable et d'être responsable pour les décisions publiques qu'on va prendre. Et cette stratégie psychologique, éthique et politique est nommée par Joan Tronto l'indifférence des privilégiés. L'aspect le plus grave de l'inattention est la réticence des gens à diriger leur attention vers les préoccupations particulières des autres. Aucune amélioration de notre compréhension de ce qu'est la raison ou de ce qu'est la communication n'est à même de commander l'attention des gens envers autrui. Donc, nous sommes face à une impossibilité. Il n'y a rien à faire qu'à notre rejet de la responsabilité, notre refus de la honte, renvoie à un manque de volonté.
un manque de volonté même pour percevoir les problèmes et les urgences de l'Anthropocène maintenant. Ce manque de volonté n'est qu'idéologique ou cognitif. Ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est aussi de l'ignorance, mais encore de l'inattention, ou plutôt de la désattention. Le fait de décider, de choisir, de ne pas percevoir une réalité qui viendrait nous déranger. Je cite Pascal Molinier pour expliquer. L'indifférence des privilégiés est une posture psychologique qui repose sur un dispositif complexe, idéologique, mais aussi de ségrégation, qui empêche les privilégiés de penser des dimensions de la réalité qui pourraient venir les embarrasser, ou les empêcher de jouir leurs privilèges, ou mettre à mal leur sens de la justice. Il est de plus grand confort d'ignorer ce qui nous sert et ce qui lui en coûte de le faire. Ignorance, 1106 sur la dimension cognitive. Indifférence, 30 met l'accent sur la dimension affective. I don't care, en français, cela peut se traduire littéralement par je m'en fiche. Il peut bien arriver à l'autre n'importe quoi de déplaisant ou de désagréable, cela m'est indifférent. Cela ne me touche pas. Et puis, de quel autre me parles-tu? Cette apathie ne repose pas seulement sur un ensemble d'erreurs et de manques à penser. Elle implique aussi un défaut de la perception. La perception est un processus actif qui implique la volition. Ainsi, un objet, une personne peut être dans le champ de vision, mais ne pas être perçu. Ce qui est super intéressant est que le très réel manque de perception est en fait un acte de volition, c'est-à-dire c'est un choix. On est sensibilisé à faire attention ou à ne pas le faire. Alors, il devient important de prendre l'anglicisme que j'inscris dans le titre du cours, le mot care. J'aurais pu être un peu moins impérialiste et mettre le mot cuidado en espagnol, mais j'ai l'impression que j'aurais été moins bien comprise. Donc, je mets le mot care précisément pour signaler ce moment d'attention qui est basé sur la perception très concrète, biologique, qui précède toujours la prise en charge, les soins et les décisions. Les mots care en anglais et les mots cuidado en espagnol ont une double connotation. Ils font référence en même temps à la disposition de percevoir activement la réalité qui va déclencher l'attention, mais aussi cette connotation de tâches ou d'activités ou de pratiques. Donc, suivant les mots de Virginia Hell, on dirait donc que le care est à la fois une disposition sensible et cognitive, à la fois qu'une pratique. Parler de care ou de cuidado, c'est parler de ce qui compte pour les humains. Le care, dans la fameuse définition de Bernie Fisher et Joan Tronto, réfère à toutes les activités qu'on fait pour que la vie collective soit possible au monde. Le care consiste à porter attention aux activités qui rendent possible les vies humaines. Donc, il est intéressant de considérer le care comme partie de la condition humaine. Je l'ai fait dans un article qui est disponible en ligne. Je ne veux pas entrer aujourd'hui à ça, mais je veux dire seulement que le care ne se joue jamais que seulement en théorie. Le care, oui, est un concept, mais il est d'abord une pratique double. C'est une disposition à être attentif et attentionné, mais ce sont aussi les travaux, les actions, les pratiques du soin. Pour commencer à lier l'Anthropocène au care, il faut d'abord faire face à l'indifférence des privilégiés pour reconnaître les urgences, les crises et plus généralement les problèmes des autres. Particulièrement difficile quand ces autres sont subalternes. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette ignorance ou cette indifférence des privilégiés de la moralité publique, ou plutôt l'immoralité de l'Anthropocène, repose, oui, sur un manque de réflexion, mais plus radicalement, sur un manque de volonté pour percevoir l'autre et pour percevoir les crises. Quand je dis que l'Anthropocène est un problème moral, je veux dire qu'il n'y a rien
ni de logique, ni de rationnel dans le désir de devenir maître, de dominer, de voler. Je veux dire que le modèle d'homme moderne n'est pas le seul modèle de la condition humaine. Notre condition humaine ne nous porte pas naturellement à être égoïste ou dans la lutte pour la reconnaissance, ni dans la recherche d'un bénéfice individuel maximal. Je postule que l'Anthropocène est d'abord un problème moral, car je veux rendre accountable les hommes de la modernité dans leur définition même d'humanité. Et ils sont à se justifier. Si nous avons vu que nous sommes vulnérables et que la condition humaine ne nous oblige à agir d'aucune manière prédéterminée, les décisions de nos actes et conduites ne vont pas d'elles-mêmes. Rien de logique, ni de naturel, ni d'évident, ni d'universel, ni de transcendant dans la morale. Nous avons tous et toutes à nous expliquer, à nous justifier, et aucune décision ne va de soi. L'Anthropocène est par tous les côtés un problème moral, par tous les choix qu'il implique, depuis la modélisation de ce qu'est l'humain, de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut. Les premiers pas pour prendre en charge la dimension morale de l'Anthropocène est le fait que nous devons reconnaître cette indétermination, la vulnérabilité et donc la liberté. Et dans ce sens-là, nous devons nous rendre tant à niveau individuel, mais surtout à niveau collectif, accountable, comptable de nos décisions. Personne n'est ici exempté du devoir à s'expliquer, aucun État-nation non plus. Parce que, comme l'a indiqué Michel Husseau dans son cours public « Qu'est-ce que l'Anthropocène ?» Dans l'Anthropocène, nous ne pouvons pas séparer les décisions privées et individuelles des possibles effets globaux. Et en ce sens-là, personne ici ne peut se laver les mains. Mais je viens du Sud global. Je sais bien que cet individu libre, tout puissant et vraiment responsable de tous ses choix est un beau produit conceptuel de la philosophie, mais fait rire les scientifiques sociaux. Parce qu'au maximum, on peut dire que nous sommes en théorie libres, responsables et sans excuse. Mais dans le monde réel, nous constatons les responsabilités, l'hétéronomie et la banalité du mal. Je le laisse pour la décolonialité, la prochaine séance. Pour l'instant, et pour commencer à conclure, je vais vous citer une autre voix basse, que j'espère commencera à clarifier avec d'autres mots et d'autres termes, rationalité et intention, en quoi l'Anthropocène c'est un problème moral qui a à voir avec le care. Donc je vais vous citer les paroles de Melissa Cardoza, qui est une écrivaine et combattante d'Honduras. Les pauvres, ceux qui n'ont rien appris de ce moment historique national, de la diversité et de la complexité des luttes, et de nous qui combattons des processus d'émancipation des peuples, de la force et de la créativité des femmes. Ils ne s'intéressent pas au processus long et enrichissant de construction de pouvoir, de collectivités diverses, de constructions quotidiennes, des révolutions de conscience, des corps, des vies. Eh bien, libre à eux, mais nous suivrons nos chemins, des siècles. Sans doute, le malheur de ce temps et sa fin annoncée n'est pas le changement climatique ou la guerre du pétrole, mais son père, le patriarcat. Et comme son ennemi, cette répétition, cette dissimulation, ce double standard, ce manque de respect comme comportement légitime pour vivre, pour mal aimer et pour faire de la politique churuncuya, c'est-à-dire corrompue. La fin, messieurs, ne justifiera jamais les moyens. Et tristes sont ceux qui pensent qu'à quoi bon d'y penser et donner un avis si c'est déjà cuit, et qu'il vaut mieux attendre de voir comment le vent tourne, ou qu'il faut plutôt voir à quelle place on arrive dans le nouveau scénario qui n'est pas encore bien dessiné malgré les bruits qui courent. Mais beaucoup d'entre nous, au féminin, et quelques-uns, au masculin, savent qu'il est important de se souvenir et de remettre en question comme mode de vie, même si le pragmatisme politique dit le contraire. Pour les voix basses, pour les subalternes, il y a un déficit moral dans les crises d'habitabilité.
Et nous savons que c'est peut-être obsolète, venir signaler l'immoralité du système, et qu'il y aura ceux qui nous jugeront d'ingénus pour croire que la vie de l'autre vaut, et que toutes les vies sur la planète sont désirables et dignes d'être vécues. Je sais bien que je suis perçue comme naïve de ne pas être amoureuse de la mort, comme le système monde dominant. Nous ne sommes pas réalistes car nous n'acceptons pas le destin des morts que nous réserve le système monde moderne. Un système qui nous ne veut ni indien, ni indigène, ni barbare, ni femme, ni sensible, ni sentimental, ni divers, ni différent, ni divergent, et peut-être ni vivant. En venant nous inscrire sur la discussion sur l'Anthropocène, nous ne cherchons pas à entrer sur les rings de la modernité, c'est-à-dire entrer dans les jeux de rhétorique moderne. Je propose l'hypothèse de penser à plusieurs voies l'Anthropocène en écoutant les voix basses et en construisant des mécanismes pour rétablir de la justice épistémique qui permettent un dialogue interculturel, car la subsistance de la vie de la planète l'exige. Je ne suis pas ici en train de chercher une chambre dans la maison du maître, mais je décide de m'engager dans une discussion nord-sud car je comprends l'urgence des crises. Je décide de ne pas consacrer mon temps à décréter des responsabilités, ce qui est pourtant aussi complètement juste et nécessaire. Pour ma part, et depuis mon optimisme stratégique, je veux contribuer à la vie et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Pour esquisser rapidement et avec d'autres mots, le problème moral de l'Anthropocène naît pour moi du constat que les connaissances de la science moderne ne suffisent pas, ni pour changer les conduites des individus, ni les politiques publiques qui ont beaucoup de mal à faire cesser le business as usual. Le problème de l'Anthropocène n'est pas qu'il nous manque des connaissances ou des explications ou des arguments. Le problème, c'est l'indifférence. Il nous manque de volonté pour accepter et reconnaître les crises qui sont déjà là. Mon hypothèse, c'est qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle éthique, c'est-à-dire de nouvelles raisons argumentées, distancées, objectives et proclamées comme universelles pour faire arrêter les crises, mais qu'on a besoin d'une esthétique, c'est-à-dire qu'on a besoin de sensibilités réelles qui veulent reconnaître et percevoir les autres et valoriser les vies et la vie en général, c'est-à-dire non humaine y compris. Nous avons besoin de sensibilités diverses qui valorisent non pas seulement la vie de l'autre, ce qui est déjà difficile, mais la vie de l'autre non humain. Et c'est là le défi moral de l'Anthropocène. Comment faire pour que la vie de l'autre ait de la valeur pour moi si je suis formée à croire qu'être intelligent équivaut à ne penser qu'à moi-même? C'est le défi auquel nous faisons face et que je vais essayer d'étudier dans les prochaines séances. Pour finir aujourd'hui, une dernière voix basse, longue, mais vous allez voir pourquoi, qui peut-être dira mieux que moi ce que je viens de dire et qui résume pour moi ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette séance. Ça va être long. Il nous différencie et nous éloigne des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des jungles, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des ruisseaux, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des sages, des géographies, des identités sexuelles et non, des racines, des frontières, des formes d'organisation, classe sociale, pouvoir d'achat, prestige social, notoriété, popularité, followers, likes, monnaie, niveau d'instruction, manière d'être, corvée, vertu, défaut, pour, contre, mais, cependant, rivalité, inimitié, conception, argument, contre-argument, débat, dispute, plainte, accusation, mépris, phobie, filiation, louange, rejet, huée, applaudissement, divinité, démon, dogme, hérésie, goût, dégoût,
façon et en langue, etc., qui nous rend différents, et pas qu'une fois opposés. Seuls quelques points nous unissent. Que nous faisons nôtres les douleurs de la terre, la violence faite aux femmes, la persécution et le mépris de ceux qui sont différents dans leur identité affective, émotionnelle et sexuelle, l'anéantissement de l'enfance, les génocides contre les indigènes, le racisme, militarisme, l'exploitation, la dépossession et la destruction de la nature. La compréhension que c'est un système qui est responsable de ces douleurs. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel, le capitalisme. Le savoir qu'il n'est pas possible de réformer ce système, de l'éduquer, de l'atténuer, de le limer, de l'apprivoiser ou de l'humaniser. L'engagement à lutter, partout et à tout moment, chacun dans son terrain, contre ce système, jusqu'à sa destruction complète. La survie de l'humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne sommes pas à vendre et nous ne claudiquons pas. La certitude que le combat pour l'humanité est mondial. Tout comme la destruction en cours ne reconnaît pas les frontières, les nationalités, les drapeaux, les langues, les cultures, les races. Ainsi, la lutte pour l'humanité se mène partout, tout le temps. La conviction qu'il existe de nombreux mondes qui vivent et se battent dans le monde, et que toute prétention d'homogénéité et d'hégémonie porte atteinte à l'essence de l'être humain. La liberté. L'égalité de l'humanité est dans le respect de la différence. Dans leur diversité réside leur ressemblance. Donc, ce document s'appelle « Première partie d'une déclaration pour la vie », publié le 1er janvier 2021, et il est signé par nosotras y nosotros, c'est-à-dire nous au féminin et nous au masculin, la planète Terre. Merci beaucoup. À la prochaine.